Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Alexandre Vincent Day. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Rieux-la-Pape, président de LR dans le Rhône, et vous souteniez à la primaire de LR Xavier Bertrand, qui a donc perdu au premier tour. C'est Valérie Pécresse qui a été désignée ce week-end. On sentait que vous étiez un peu amer au soir du premier tour. Vous estimiez que certaines grosses fédérations avaient pesé dans la balance. Est-ce que Xavier Bertrand a perdu à la régulière ? Écoutez, il y a une chose qui est sûre. Tout d'abord, il y avait une compétition interne avec des règles, 5 candidats. J'avais un candidat de premier tour qui était Xavier Bertrand. Moi, j'ai soutenu Xavier Bertrand parce que j'avais la conviction profonde que Xavier Bertrand pouvait être une chance pour notre famille politique, une chance pour la France, et être le meilleur candidat face à Emmanuel Macron. Les militants en ont décidé autrement au soir du premier tour. Dès le soir du premier tour, j'ai appelé à voter tout de suite Valérie Pécresse, parce que j'estimais que parmi les deux finalistes, c'était celle qui pouvait être le plus à même d'être au second tour face à Emmanuel Macron, et donc à représenter une alternative crédible, républicaine, au président de la République. Et c'est Valérie Pécresse qui a gagné. Aujourd'hui, ce choix, qui est le choix des militants, il s'impose à tous. Et par essence, quand les militants choisissent, c'est forcément le bon choix. Et ce choix, désormais, doit être respecté. Et notre devoir à tous, dans notre famille politique, ça va être de se rassembler. J'ai encore pu parler avec Xavier Bertrand ce week-end. Et on est tous d'accord sur une chose. On a une petite chance de l'emporter. Donc cette chance, il faut qu'on la fasse grandir. On doit se rassembler, se mobiliser derrière Valérie Pécresse pour derrière porter ce projet devant les Français pour qu'ils nous fassent de nouveau confiance. Mais est-ce qu'on peut se fier à un vote de militants ? C'est que, évidemment, le nombre de cartes en fonction des fédérations peut être beaucoup plus important à la veille d'un congrès et que ça crée forcément des suspicions sur la légitimité du candidat désigné. Il y a une chose qui est sûre, après, il y a forcément le jeu des cartes, c'est une élection interne, mais en attendant, vous savez, on a doublé presque le nombre d'adhérents de notre famille politique. Aujourd'hui, on a près de 150 000 adhérents. Il y a des personnes qui n'avaient jamais adhéré, qui ont adhéré pour voter à cette primaire. Il y a donc de toute façon un corps électoral qui s'est constitué, important. Je rappellerai qu'aujourd'hui, les Républicains sont le premier parti de France en nombre d'adhérents. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est la mobilisation. Près de plus de 80% des adhérents ont voté. Donc le vote, il est net et sans bavure, si vous me permettez l'expression. Aujourd'hui, on ne va pas regarder si tel ou tel a fait plus de cartes que l'autre. De toute façon, il y a eu un vote, il y a eu des règles. Les règles étaient connues. Et donc, à partir de là, le résultat s'impose à tous. Et aujourd'hui, on ne doit pas commencer à faire de la petite polémique, à regarder qui a fait le plus de cartes ou pas, pour une bonne et simple raison. C'est que si on commence à se diviser, si on commence à avoir de nouveau de l'amertume dans cette famille politique, si on continue à essayer de rejouer le match, alors on ne s'adressera pas aux Français, on va continuer à s'adresser à nous-mêmes, et à partir de là, il ne faudra pas pleurer si on n'est pas au second tour. Parce que ce que nous jouons dans les 4 mois qui viennent, au-delà du fait de proposer une alternative à la politique que mène Emmanuel Macron, qui n'a qu'un rêve, c'est de se retrouver au second tour face soit à Éric Zemmour, soit Marine Le Pen. Eh bien, ce qu'on joue, nous, c'est notre survie. Si on n'arrive pas au second tour à l'élection présidentielle, on a tous été très clairs. Christian Jacob, il faut saluer le travail de Christian, qui pendant 2 ans et demi a réussi à rassembler une famille qui était totalement éparpillée façon puzzle. C'est que si on ne se rassemble pas, si on n'arrive pas au second tour de l'élection présidentielle, alors on a un risque d'éclatement de la droite. Et la question qu'on doit tous se poser collectivement, c'est est-ce qu'on veut rester un grand parti de gouvernement, une alternance qui est capable de proposer un projet crédible aux Français, et puis de pouvoir diriger notre pays pour 5 ans, ou est-ce qu'on veut disparaître ? C'est ça aussi l'enjeu. Parler d'un risque d'éclatement, parce qu'en cas de deuxième tour entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, par exemple, on a bien compris qu'une bonne partie des cadres de LR pencherait pour Éric Zemmour, ce que vous ne ferez jamais. Il y a une chose qui est claire, je pense que dans notre famille politique, elle est issue du gaullisme. Le gaullisme, c'est pas le regard vers l'extrême droite. Et vous savez, moi, je me suis engagé en politique, je fais partie de cette génération du 21 avril 2022. J'avais 18 ans, c'était mon premier vote, et c'était le premier tour qui a vu arriver en tête Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Et moi, j'ai été élevé un peu à cette école chiracienne, mais également ensuite cette ligne qui a perduré sous Nicolas Sarkozy. Il doit y avoir, entre la droite républicaine et le Front National, un cordon sanitaire infranchissable. On ne doit pas transiger avec les extrêmes, on ne doit pas négocier avec les extrêmes, que les choses soient très claires. Et vous mettez Éric Zemmour de quel côté du cordon ? Mais Éric Zemmour, il est même encore plus à droite, il est encore plus à l'extrême droite que Marine Le Pen. Je pars du principe qu'à partir du moment où on fait partie d'une famille de la droite républicaine et du gaullisme, on ne transige pas avec ces valeurs. On ne va pas regarder les partis qui sont dans l'outrance, dans l'excès et dans la xénophobie. Que les choses soient très claires. Et regardez ce que je fais à Rieux-la-Pape.
J'ai fait reculer depuis mon élection en 2014. L'extrême droite faisait entre 19 et 25% à toutes les élections. Aujourd'hui, l'extrême droite, elle fait moins de 10%. Elle fait entre 5 et 9%. Pas parce que je les ai singés, mais parce que j'ai combattu pied à pied l'ensemble des problèmes qui faisaient que ces extrémistes arrivaient à prospérer. Et ça, c'est l'honneur de la droite républicaine. Quand vous commencez à singer l'extrême droite, vous êtes dans l'outrance, et à partir de là, vous êtes aussi dans les extrêmes, et à partir de là, vous faites partir les gens raisonnables, les gens modérés, et au-delà de ça, c'est que vous sortez complètement de vos valeurs. Et je pense qu'encore une fois, on doit rester sur nos fondamentaux, on doit être capable de montrer qu'on est crédible. Puis vous savez, je pense que quand on est issu de la droite républicaine, on doit avoir beaucoup de sang-froid, parce qu'encore une fois, on fait partie de la droite dite de gouvernement. Ça veut dire qu'on doit par contre appliquer ce qu'on dit pendant les campagnes électorales et ne pas voir la main qui tremble quand il s'agit de prendre des décisions difficiles. Alors la photo de famille de l'union des différents candidats n'a pas duré très longtemps, puisque Éric Ciotti, dès le dimanche soir, disait qu'il y avait un mauvais signal envoyé par Valérie Pécresse, qui ne reprenait pas ses propositions, notamment l'idée d'un Guantanamo à la française. Éric Ciotti qui dit qu'en cas de deuxième tour, il voterait pour Éric Zemmour. Est-ce qu'il est vraiment partie prenante de votre famille politique ? Mais Éric Ciotti, aujourd'hui, il est membre des Républicains, il a participé au Congrès. Par contre, je le dis à Éric, comme à d'autres, il faudra pour que Valérie puisse gagner, que nous soyons vraiment mobilisés et faire campagne matin, midi et soir avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de sincérité et sans arrière-pensée. Si on commence de nouveau au soir du second tour de ce Congrès à dire oui, mais attendez, moi je veux que mes idées soient reprises, je veux que mes tendances, que ma sensibilité fasse partie de cette campagne. Enfin, excusez-moi, mais on n'est pas au Parti Socialiste. Hein. D'ailleurs, on voit aujourd'hui ce que devient le Parti Socialiste, c'est 4% les intentions de vote. On n'est pas là pour faire une Valérie Pécresse, c'est pas là pour faire une motion de synthèse. Elle a gagné, encore une fois, on est issu du gaullisme. Celui qui gagne, c'est celui qui va aller à la rencontre des Français avec son projet, avec son équipe, cette équipe rassemblée qui doit rassembler l'ensemble des composantes de notre famille des Républicains, mais elle portera son projet devant les Français et elle en sera comptable, puisque selon les institutions de la Ve République, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'une femme ou d'un homme et d'un peuple. C'est donc à Valérie Pécresse qui reviendra, non pas de porter une motion de synthèse, mais un projet qu'elle porte avec une équipe pour gouverner la France. Alors on sait que c'était un vote électronique, vous n'avez pas forcément des résultats détaillés par département, mais en tant que président de la Fédération LR, est-ce que vous avez une idée de comment ont voté vos militants dans le département ? C'est extrêmement compliqué parce qu'en fait on n'a pas de déclinaison, comme tous les votes électroniques, c'est plus une élection comme au bon vieux temps avec l'urne et le papier, ça veut dire que tout est centralisé à Paris, et le vote étant secret, vous n'avez pas de déclinaison locale, donc c'est extrêmement compliqué. Après, on a bien vu pendant cette campagne avec un Michel Barnier qui a commencé très haut et qui a baissé et qui s'est tassé. Que le Rhône était une de ses plateformes. Le Rhône était une de ses plateformes. On a vu la montée, en tout cas une place forte. On a vu Éric Ciotti monter, c'est vrai. J'ai vu aussi Xavier Bertrand progresser pendant cette période, parce qu'il a eu un choix courageux, c'est de rentrer dans le Congrès alors qu'il avait à un moment quitté le parti. Donc on a vu certaines dynamiques, et les dynamiques qu'on a vues au niveau national se sont un peu ressenties sur le terrain. Ça n'a pas forcément clarifié les divergences qu'il pouvait y avoir au sein de la fédération ou les équilibres des forces qu'il pouvait y avoir au sein de la fédération LR. Une question simple, aujourd'hui, qui est le patron de la droite à Lyon ? Aujourd'hui, à Lyon, on voit bien qu'il y a eu quelques tensions au sein de la droite lyonnaise. Moi, je pense qu'avant de commencer à parler de patron... Étienne Blanc, c'est-à-dire la présidence du groupe LR. Moi, je vais vous dire, Étienne Blanc est un ami, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, et il a toute ma confiance et toute mon amitié. Voilà. Je pars du principe... Même s'il regarde beaucoup du côté d'Éric Zemmour. Alors, je veux dire, j'ai encore eu pareil, j'ai discuté avec lui récemment, Éric Zemmour ne fait pas partie de ses options. Que les choses soient très claires aussi. Je ne veux pas parler en son nom, il vous le dira lui-même, mais Éric Zemmour ne fait pas partie de ses options. En attendant, ce que je veux simplement vous dire, c'est que plutôt que de parler de qui sera le patron ou qui est le patron de la droite à Lyon, il faudrait déjà qu'on arrive à réfléchir de nouveau à comment on peut réussir à s'imposer aussi comme une force d'alternance face à la gauche et à l'extrême gauche. Si on commençait à parler du comment avant de mettre le qui, on aurait peut-être une chance de commencer à réintéresser les Lyonnais. Et je pense que ce qui est important dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, après l'élection présidentielle et législative, c'est qu'on commence de nouveau à réfléchir à comment être une force qui est capable de proposer un autre projet à Lyon, parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a certes une politique qui est mise en œuvre par les écologistes. Moi, je pense qu'elle est mortifère pour la ville de Lyon et pour l'agglomération.
Et je pars aussi du principe que quand Lyon va mal, c'est toute l'agglomération qui va mal. On voit aujourd'hui les problèmes de circulation, les problèmes d'urbanisme, les problèmes de sécurité qui sont endémiques. Ne parlons même pas de la Guillotière, parce qu'il y a encore quelques mois en arrière, personne en France, à part à Lyon, connaissait la Guillotière. Aujourd'hui, on parle de la Guillotière dans la France entière, et c'est devenu un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. On a un maire qui est complètement dépassé par la question de la sécurité à Lyon, qui est quand même la 3e ville de France. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut qu'on arrive à se remobiliser, à faire éclore des talents, à s'appuyer sur des personnes de qualité, sur des avocats, sur des médecins, sur des grandes personnalités, et où on est capable aujourd'hui de recomposer une équipe extrêmement solide, extrêmement crédible, pour pouvoir proposer quelque chose aux Lyonnais, qui les fasse un petit peu rêver, qu'on propose une vision pour Lyon dans les 10, 15, 20 prochaines années. Tout ça signifie que vous n'avez pas de leader naturel. Aujourd'hui, de toute façon, tout cela doit se construire. Et puis un leader, ça ne se décrète pas, ça se construit, je pense, dans la durée. Vous savez, une candidature pour une ville comme Lyon, je pense que ça demande beaucoup de temps de préparation, ça demande une certaine épaisseur et ça demande beaucoup de travail. On est aujourd'hui à 4 ans des prochaines échéances, ça nous laisse le temps de nous organiser. Alors ce dimanche, il y avait aussi un vote dans la métropole qui était à Givors, un premier tour municipal puisqu'il avait été annulé. Au deuxième tour, nous aurons donc le candidat écologiste maire sortant Mohamed Boudjelaba qui a fait plus de 40%, l'ancienne maire communiste Christiane Charnay et puis un élu d'hiver droite Rassemblement National Fabrice Riva. Quelle est la consigne de vote de LR au deuxième tour ? Il n'y a pas de consigne de vote à Givors pour une bonne et simple raison, c'est que nous n'avons aujourd'hui pas de liste officielle. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, il y a une annulation d'élection. La droite républicaine a disparu à Givors. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, à Givors, comme dans d'autres secteurs, à un moment, il y a eu des chicayas internes et locales, et que ça s'est fait au détriment du projet qu'on pouvait porter. Alors on a ça et là des militants qui se mettent sur des listes, mais il n'y a pas de liste portée parce qu'on n'a pas de personnalité incontestée, incontestable. Si je prends ce qui s'est passé dans ma commune à Rieux-la-Pape avant 2014 et avant que je sois candidat, il n'y avait pas de leader incontesté, incontestable. Je me suis préparé, je me suis présenté, ça m'a pris plusieurs mois, ça a été un vrai travail de fond, arriver à réunir les équipes, et ça n'a pas été sans heurts. Moi, je rappellerai simplement qu'en 2014, si je prends mon humble expérience, on avait 2 listes de droite au premier tour, moi-même et Julien Smati, qui est aujourd'hui mon premier adjoint. On fait équipe sans discontinuer depuis maintenant presque 8 ans. Ça demande un gros effort de rassemblement pour pouvoir justement devenir quelqu'un de crédible. Parce que vous savez, les gens, ils votent pas au hasard. Ils votent pour des personnes où ils se disent, cette personne-là, qui se présente au suffrage, elle est capable de représenter mon territoire et elle est capable de diriger le territoire pendant plusieurs années. Est-ce que votre premier adjoint sera votre successeur naturel si vous vous présentez aux législatives, comme on a compris que vous le ferez en juin prochain, et si d'aventure vous êtes élu ? Tout d'abord, je vais vous dire une chose. On ne parle pas de succession ou quoi que ce soit avant que l'élection soit jouée. Je me présenterai bien entendu aux élections législatives l'année prochaine. J'ai été investi par ma famille politique. Je souhaite porter dans ce territoire un projet extrêmement fort, parce que dans ce territoire, vous avez 5 communes. Bron, Vaux-en-Velin, Rieux-la-Pape, Satonnet-Camp, Satonnet-Village. On n'a pas de député depuis bientôt 5 ans. On a une députée qui ne connaît aucun des maires. Quand vous parlez et qu'on parle, on est 5 maires, elle n'est jamais à nos côtés pour porter aucun projet. Moi, dans ma commune, par exemple, au niveau sécuritaire, j'ai dû discuter en direct avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour avoir le quartier de reconquête républicaine et pour avoir le quartier témoin pour lutter contre les trafics de drogue. Vous serez candidat, mais la succession à la mairie de Rieux-la-Pape n'est pas ouverte encore. Mais vous pouvez parler de succession que si je suis élu député. Et je pense que les choses doivent être faites les unes après les autres. On ne grille pas les étapes. Aujourd'hui, je suis toujours maire de Rieux-la-Pape. J'ai encore des projets à porter. Et puis vous savez, ce projet, avec l'équipe que je dirige, il est extrêmement dense, il est extrêmement puissant. On a une ville qui est en train, de la vie générale, de se transformer complètement. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quoi qu'il arrive, je continuerai à m'investir à Rieux-la-Pape, je continuerai à porter ces projets-là autour de l'équipe qui est à mes côtés depuis maintenant 8 ans, et on continuera à œuvrer pour ce territoire. Et dans le même temps, je porterai aussi un projet extrêmement fort pour la circonscription, au plus près des élus locaux, et avec l'expérience qui est aujourd'hui la mienne, et que je pense qui est celle d'un maire qui a réussi à faire bouger des lignes de façon extrêmement importante en l'espace de quelques années. Vincent Day, je vous remercie, et je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.